Le mystère. C'est quelque chose qui nous fascine tous, je pense. Effectivement, l'être humain est quelqu'un qui aime savoir, qui a une curiosité naturelle. Eh bien, cette vidéo ne va pas vous aider. Effectivement, je vais vous présenter 5 mystères qui en sont encore aujourd'hui, dont nous n'avons pas encore de réponse. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mon Instagram également si vous souhaitez me suivre là-bas, Akun TV. Et avant qu'on commence la vidéo, je souhaiterais remercier le sponsor de la vidéo qui soutient la chaîne pour une deuxième fois. Le sponsor, c'est CyberGhost VPN. Si vous ne savez pas ce qu'est un VPN, c'est un logiciel bien pratique car il vous permet d'avoir sur internet une navigation très sécurisée. Effectivement, pour éviter de se faire pirater ou alors d'être victime de sites web malveillants, la meilleure solution reste encore d'utiliser un VPN, c'est-à-dire un réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, mais surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Non seulement CyberGhost va masquer votre IP sur les sites, mais il vous permet aussi d'avoir des fonctionnalités très intéressantes en transformant par exemple votre adresse IP en adresse IP étrangère. Ça vous permet de réserver des voyages et des hôtels à un prix qui est moindre, de visionner certains de vos événements sportifs préférés gratuitement, et surtout en français, ce qui est très intéressant, d'accéder à des articles de journaux par exemple américains qui eux bloquent les adresses IP européennes, mais aussi d'augmenter votre choix, notamment pour ceux qui aiment utiliser les plateformes de streaming, en accédant au catalogue des plateformes à l'étranger. Certains films sont disponibles là-bas, et pas chez nous par exemple. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez aussi vous offrir YouTube Premium, moins cher qu'en France. Par exemple, en utilisant une adresse IP indienne, vous pouvez avoir accès à YouTube Premium pour seulement 1,50 €. Ce qui enlève, comme vous le savez, toutes les pubs sur les vidéos et également qui vous permet d'écouter les vidéos comme des podcasts en mettant votre téléphone dans votre poche. Vous pouvez le mettre en veille et la vidéo continue de tourner. Vous avez toujours l'audio dans vos oreilles et vous, ça vous permet de faire autre chose à côté. C'est une belle alternative si vous ne voyez pas l'intérêt de prendre un abonnement sur Deezer ou Spotify. Et en plus, ça aide aussi les créateurs de contenu comme moi, car nous touchons quand même une rémunération avec les abonnements YouTube Premium. Ce n'est pas parce que vous enlevez les pubs avec YouTube Premium que nous n'avons plus de soutien de votre part. CyberGhost est le leader mondial dans ce domaine. Il compte déjà plus de 38 millions d'utilisateurs. C'est un service qui est reconnu, un service auquel vous pouvez accéder pour à peine plus de 2 € par mois. Vous pouvez vous rendre dans la description et avoir un lien qui vous permet d'avoir 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans, ce qui vous offrira plus de sécurité sur internet tout en continuant de soutenir mon travail. Vous pouvez utiliser CyberGhost sur cet appareil avec un seul et unique compte, que vous soyez sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux et même sur vos consoles de jeux ou vos Smart TV. Vous êtes peut-être dubitatif, eh bien si vous n'êtes pas convaincu par le service CyberGhost, si vous n'en voyez pas l'utilité après l'avoir essayé, de toute manière, c'est un service que vous pouvez utiliser pendant 45 jours et si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé. Vous n'avez donc absolument rien à perdre et tout à gagner. Je remercie une nouvelle fois CyberGhost de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail sur les vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, si vous êtes bien installé, laissez-moi vous raconter la première histoire. Le 23 février 1957, un homme s'est garé sur un parking, il est sorti de son véhicule et il s'est ensuite aventuré vers un terrain vague, sous une pluie battante, afin de réaliser un acte plutôt malsain. Cet homme était un étudiant, âgé entre 18 et 26 ans, totalement anonyme, et cet homme avait un vice, c'est que c'était un voyeur, et il était sorti sous la pluie pour pouvoir reluquer des filles qui logeaient dans un pensionnat. Sauf qu'il ne pensait pas, sur la route pour réaliser son acte pervers, que sa visite allait être totalement chamboulée. Il était en train de traverser un endroit envahi par de la végétation et il a trouvé sur son chemin une boîte en carton. Un peu curieux de trouver une boîte ici, il a décidé de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en posant ses yeux à l'intérieur de la boîte, le jeune homme a été pris d'effroi. Il a remarqué qu'à l'intérieur, il y avait un petit cadavre qui y était déposé. Horrifié de la découverte qu'il venait de faire, le jeune homme est retourné à sa voiture, laissant ses projets derrière lui, et il est rentré chez lui. C'est quand il s'est confié sur sa découverte à un prêtre qu'il a décidé ensuite de contacter la police. Bien sûr,
Il n'a pas dit qu'il se rendait sur les lieux pour effectuer un acte de voyeurisme. Il a dit qu'il chassait un petit lapin, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas cette histoire-là qui a intéressé la police. Ce que les enquêteurs, eux, voulaient voir absolument, c'était la découverte qui avait été réalisée. C'est donc le 24 février que les enquêteurs se sont rendus sur place. Ils ont trouvé le fameux carton, la fameuse boîte qui était ouverte d'un côté, probablement par le jeune étudiant qui l'avait découvert la veille. Cette boîte était une boîte qui, à l'origine, était censée contenir un berceau pour bébé. Sauf qu'à la place d'un berceau, à l'intérieur de celle-ci se trouvait un petit garçon. Son corps était très pâle, enveloppé dans une petite couverture. Et c'est tout. Cherchant d'autres indices, les enquêteurs ont un peu ratissé la zone et ils ont retrouvé une casquette un peu plus loin. Et détail surprenant, peut-être que ça avait un lien avec ce qu'il y avait dans la boîte ou pas, mais il y avait un chemin qui avait été tracé de par le passage dans la végétation, et si on suivait ce chemin, on tombait sur la fameuse casquette. C'est comme si la personne qui portait la fameuse casquette avait un lien avec la boîte qui a été trouvée. Une autopsie du corps du jeune garçon a été réalisée, ce qui a permis d'établir un profil. Le garçon avait entre 4 et 6 ans, il avait les yeux bleus et les cheveux blonds clairs, assez mal coupé. À certains endroits de sa chevelure, il était rasé de près, presque à blanc. Il était en sous-poids par rapport à la corpulence d'un jeune garçon normal. Et le médecin légiste a réussi à déterminer la cause du décès. Le jeune garçon serait décédé suite à un passage à tabac, ce qui avait laissé le corps et le visage du petit garçon couverts d'échymose. Les marques les plus anciennes comprenaient une cicatrice en forme de L sur son menton. Il y avait une autre cicatrice qui avait été laissée par une entaille réalisée avec une précision presque chirurgicale. Il y avait d'autres cicatrices au niveau du coude, au niveau de l'aine et au niveau de la cheville gauche. Ce petit garçon était également circoncis et il ne semble pas y avoir de marque de vaccination, signe qui laissait penser que le jeune garçon découvert n'était pas inscrit à l'école publique. Autre détail glaçant du rapport du médecin légiste, il semblerait que la paume droite de la victime et la plante de ses 2 pieds aient été rugueuses et ridées, ce qui laissait penser que les parties de son corps avait été immergé dans l'eau, soit juste avant la mort du petit, soit après. L'analyse oculaire a montré également que le garçon subissait probablement un traitement contre les maladies des yeux, et en conclusion de ce rapport, le médecin légiste a indiqué que le petit garçon était probablement décédé suite à un traumatisme crânien réalisé avec un objet contendant. Pour avoir le plus d'informations possible, les enquêteurs ont décidé de rhabiller le petit garçon, de le prendre en photo et de diffuser les fameuses photos qui ont été prises pour retrouver déjà dans un premier temps son identité. Sauf que la diffusion des photos du garçon n'a rien donné. Les enquêteurs de police se sont dirigés vers plusieurs pistes, que ce soit la boîte dans laquelle le garçon a été retrouvé, savoir s'il y avait peut-être des traces de personnes qui avaient acheté le fameux berceau qui était de base dans la boîte pour essayer de mettre un nom sur soit le garçon, soit ceux qui ont acheté la boîte en question. Mais à chaque fois, peu importe les différentes pistes prises par les enquêteurs, ça ne donnait jamais rien. La piste qui a mené le plus loin, mais encore une fois qui a envoyé les enquêteurs dans le mur, c'est la fameuse casquette qui a été retrouvée. C'était une casquette assez particulière car c'était une casquette faite pour de la seconde main. En fait, on a utilisé un matériel spécifique pour la réaliser et la personne qui a fabriqué cette fameuse casquette se souvenait de celle-ci car le matériel était assez original, donc ça permettait à la mémoire de faire un lien directement. Et effectivement, cette personne a dit qu'elle avait vu le petit garçon diffusé sur les photos, car il avait emmené sa casquette pour être réparée, mais le vendeur à ce moment-là n'avait pas demandé le nom du petit garçon, donc les enquêteurs n'ont pas pu savoir quelle était sa véritable identité. La police n'a jamais réussi à démêler tout le fil de cette affaire. Ils ont donc enterré le petit garçon et lui ont offert une sépulture décente. Et comme beaucoup d'affaires dont nous n'avons pas la solution au bout du compte, des théories ont été lancées et mises sur la table. La première, qui a finalement été réfutée, impliquait une famille d'accueil qui vivait pas très loin du terrain vague où le jeune garçon a été retrouvé. Cette théorie se base entre guillemets sur le paranormal car c'est une médium qui a permis de mettre en place cette théorie. Une médium se serait rendue sur place et aurait conduit la personne qui l'a contactée, qui s'intéressait à l'affaire, vers une maison, la fameuse maison de la famille d'accueil. Il y avait un homme qui dirigeait le fameux foyer d'accueil et on dit que cet homme aurait eu une relation intime avec sa belle-fille. La belle-fille serait tombée enceinte, donnant naissance au fameux garçon qui a été retrouvé dans la boîte. Le petit garçon serait décédé et c'est donc l'homme à la charge du foyer qui se serait ensuite débarrassé du corps. Il y avait des éléments qui pouvaient laisser penser que cela était non pas juste une théorie mais la vérité. C'est qu'un berceau, le même berceau qui était initialement dans la boîte où se trouvait le petit garçon, était
dans le fameux foyer et il y avait également des sortes de couvertures qui étaient étendues dehors, qui ressemblaient étonnamment à celle dans laquelle avait été enveloppé le petit garçon. Malgré cette théorie qui semble être très plausible, la police s'est penchée sur le sujet avec un peu plus d'intensité et malheureusement, ils n'ont pu faire aucun lien entre cette fameuse famille d'accueil et le petit garçon retrouvé dans la boîte. On a également quelque chose qui permet de prouver que la famille est nullement impliquée, c'est que on a fait des tests ADN et il n'y avait aucune concordance. Donc, effectivement, bien que cette théorie semblait être plausible, elle était certainement trop belle pour être vraie. La deuxième théorie est une théorie qui s'est présentée bien plus tard, en 2002. C'est une femme, identifiée seulement par la lettre M. Elle a affirmé que sa mère, une femme violente, aurait acheté le petit garçon qui, apparemment, s'appellerait Jonathan. Il aurait été acheté à ses parents biologiques et il était dans sa nouvelle famille comme un esclave. Il a subi de nombreux abus, il a été torturé et la mère qui l'a acheté, la mère violente, dans un excès de rage, aurait tué le petit garçon alors qu'il était en train de vomir dans la baignoire. La femme a ensuite coupé ses cheveux, il avait de base les cheveux longs, mais ça expliquerait pourquoi justement il avait une coupe de cheveux assez particulière, et elle aurait ensuite jeté le corps dans le fameux terrain vague où il a été retrouvé. Au moment où le corps a été jeté, un automobiliste s'est arrêté pour demander si la mère avait besoin d'aide, elle a dit que non et l'automobiliste est donc reparti. Ça c'est quelque chose qui concorde avec quelques témoignages que la police a pu voir. Un témoin masculin avait dit avoir vu quelque chose de bizarre mais ça n'avait pas permis de faire avancer l'enquête. Donc là encore une fois on a une théorie qui semble très plausible, mais le couac dans cette explication là c'est que la personne M, autrement appelée Martha, ce n'est pas son vrai prénom, avait des antécédents de maladie mentale, donc ça remettait en cause tout ce qu'elle pouvait dire. Les enquêteurs ont quand même décidé de ne pas prendre forcément ce témoignage à la légère, ils ont interrogé le voisinage de la fameuse M et tous étaient d'accord sur un point. Le jeune garçon n'avait jamais vécu dans les parages, c'était sûr et certain, et tout ce que disait M était totalement ridicule selon eux. Donc aujourd'hui, l'affaire reste encore non résolue. Ça a fait beaucoup de bruit, mais malgré cela, rien n'a permis de mettre la personne ou les personnes qui ont fait du mal à ce petit garçon hors d'état de nuire et finalement de lui rendre justice. Bien qu'aujourd'hui cette affaire soit non résolue, il semblerait qu'on ait réussi quand même au bout du compte à identifier le petit garçon. Il y a eu une découverte qui a été réalisée plutôt récemment. En fin d'année 2022, on a réussi à identifier le petit garçon. Son réel nom serait Joseph Augustus Zarelli. C'est grâce à un regroupement de tests ADN, de certificats de naissance, qu'on a pu déterminer cette information. Mais bien qu'on a appris l'identité de ce jeune homme, on ne sait toujours pas, aujourd'hui, qui sont les responsables de son décès à son jeune âge. On n'a pas pu interroger ses parents qui étaient décédés, donc il est fort probable que cette histoire mystérieuse le demeure pendant encore un long moment. Le 29 novembre 1981, le corps d'une actrice américaine, Natalie Wood, a été retrouvé flottant face contre terre dans l'océan Pacifique. Elle se trouvait à environ 200 mètres de Blue Cavern Point sur l'île de Catalina. Elle ne portait qu'une chemise de nuit, donc pas du tout une tenue pour nager, des chaussettes de laine bleue et une doudoune rouge. À ce moment-là, Natalie Wood était considérée comme l'une des plus grandes actrices d'Hollywood, donc sa mort a fait un bruit terrible. Et ce décès a été entouré de mystères. Il se trouve que Natalie Wood avait une peur de l'eau immense après qu'une diseuse de bonne aventure lui avait dit, comme un peu une prophétie, qu'elle perdrait la vie à cause d'une noyade. Elle était encore jeune quand on lui avait fait cette prophétie et ça a développé une peur si grande chez l'actrice que petite, elle avait même peur de se laver les cheveux. Elle faisait également des terreurs nocturnes où elle se voyait mourir, coulant dans l'eau, sans arriver à remonter à la surface. Au moment des faits, Natalie Wood venait de travailler sur un film, Brainstorm, avec un acteur du nom de Christopher Walken. Cet acteur a été invité à se joindre à elle ainsi que son mari, Robert Wagner, qui était présent sur leur yacht, un yacht nommé le Splendor. Selon le capitaine du yacht, qui était également un ami de la famille, Denis Taverne, Natalie Wood aurait commencé à développer des sentiments pour Christopher Walken pendant le tournage du film sur lequel elle a travaillé avec lui. C'est le 27 novembre 1981 que le yacht a pris la mer pour passer un week-end de détente, de fête, et apparemment pendant ce week-end-là, tout le monde sur le bateau avait énormément bu, y compris le capitaine. Le vendredi soir, Natalie Wood et son mari se sont disputés. Une dispute qui était
vraiment forte, à tel point que le capitaine du bateau était assez inquiet. Il a demandé donc à l'acteur présent, Christopher Walken, de s'impliquer pour essayer de calmer un peu les tensions. Sauf que Christopher Walken a refusé, disant qu'il ne fallait jamais se mêler d'une dispute entre un homme et sa femme. Finalement, voyant que la dispute ne se terminait pas, le capitaine a décidé d'emmener Natalie Wood à terre pour justement mettre un peu de distance entre elle et son mari, et éviter que la dispute ne s'aggrave. Ils ont utilisé le canot du navire, et une fois arrivés à terre, ils ont passé la nuit dans un hôtel, et une fois la nuit passée, Natalie Wood a accepté de revenir sur le yacht. Donc le samedi, après-midi, Natalie Wood et Christopher Walken se sont rendus de nouveau à terre pour aller boire quelques verres dans un bar. Ils ont beaucoup bu, pas beaucoup mangé, et vous savez que boire de l'alcool quand on est quasiment à jeun, eh bien ça amplifie entre guillemets les effets. La serveuse du bar a dit que Natalie Wood était sortie du bar en titubant. Elle avait beaucoup trop bu à ce moment-là. Christopher Walken et Natalie Wood sont donc retournés sur le yacht aux alentours des 22 h. Une patrouille portuaire aurait entendu des cris, et ils savent que ces cris venaient de Natalie Wood. Effectivement, quand une aussi grande actrice est quelque part, ça se sait. Donc ils étaient là pour s'assurer d'entre guillemets de sa sécurité, que personne ne vienne l'importuner, et ils savaient que à ce moment-là, elle reprenait son canot pour retourner au yacht. Sauf que ils savaient aussi qu'elle était ivre à ce moment-là, donc ils se sont dit que Natalie Wood criait parce qu'elle était alcoolisée et non pas parce qu'elle avait un problème. Il y a eu d'autres cris qui ont été entendus vers minuit, entendus par des témoins, mais qui se sont dit que ça venait d'une fête qui avait lieu à proximité. Un autre témoin, lui, déclare avoir entendu quelque chose de bien plus angoissant. Il a entendu une femme crier « Aidez-moi, que quelqu'un vienne m'aider ». Et ces cris semblaient venir de l'avant du yacht où se trouvait Natalie Wood. Après cet appel à l'aide, le même homme a entendu une voix, cette fois-ci masculine, dire « D'accord chérie, on va t'avoir ». Mais c'était dit avec un ton presque moqueur, donc la personne qui a entendu ces fameuses phrases pensait que c'était des cris non pas de terreur, mais des cris associés à une fête qu'il y avait sur le yacht. Robert Wagner, lui, le mari de Natalie Wood, a dit qu'il s'était disputé avec Christopher Walken. Pas disputé par rapport à l'actrice, mais par rapport à d'autres sujets, car ils avaient abordé le sujet de la politique. Natalie Wood, qui n'avait que faire de ce débat, avait décidé d'aller se coucher, sauf que Robert Wagner n'avait pas remarqué que sa compagne était partie, il ne l'a remarqué que quand il est allé l'embrasser pour lui dire bonne nuit, au moment où lui est allé se coucher, vers à peu près 1h30 du matin. Là, il a vu qu'elle n'était pas présente dans son lit, donc il a averti les gardes-côtes qui ont retrouvé le corps de l'actrice 6 heures plus tard. Et pas loin, justement, de là où a été découvert le corps de l'actrice se trouvait le canot qui avait été utilisé plusieurs fois pour revenir à terre. La conclusion du médecin légiste est plutôt simple, Natalie Wood serait décédée suite à une noyade et d'une hypothermie. La thèse qu'il y a autour de ce décès, c'est que Natalie Wood avait beaucoup trop bu et donc elle serait tombée du canot et aurait ensuite perdu la vie en se noyant, ayant trop bu pour réussir à remonter à la surface. Sauf que là où les choses deviennent assez mystérieuses, c'est que la sœur de Natalie Wood dit que Natalie ne savait pas nager et qu'elle avait toujours une peur folle de l'eau. Donc elle ne serait jamais montée à bord d'un canot d'elle-même pour quitter le yacht. Elle serait forcément partie avec quelqu'un. Donc bien que aujourd'hui le décès de cette actrice est officiellement la noyade, beaucoup pensent qu'il y a beaucoup plus de mystère et d'atrocité dans la mort de Natalie Wood. Le 12 avril 1981, nous sommes en Californie. La famille Sharp et quelques amis sont allés dormir à l'intérieur de la cabine numéro 28 du Keddie Resort Lodge. Sheila Sharp, elle, s'est réveillée pour trouver sa mère, Sue, son frère Johnny et leur ami de la famille, Dana Wingate, brutalement assassinés à l'intérieur de la cabine, alors que sa sœur Tina, âgée de 12 ans, elle, était absente de la scène. Sheila n'aurait réussi à échapper à l'atrocité qu'il s'est réalisée dans la cabine 28 uniquement de par le fait qu'elle dormait dans une cabine avoisinante, celle d'un ami. Il y a quand même eu des survivants, 2 frères de Sheila qui dormaient dans la cabine mais dans une chambre de celle-ci, Greg et Rick, ainsi que leur ami Justin Smart, 3 enfants qui ont échappé à un meurtre des plus violents. Les enquêteurs ont été appelés environ 1 heure après la découverte des différents corps. Et en arrivant sur place, ils ont fait face à une scène totalement atroce. Il y avait du sang absolument partout. Sur les murs, le sol, le plafond, le corps des victimes. Et premier élément qui fait sens dans la tête des enquêteurs quand ils voient tout ce sang et comment sont les victimes, c'est que les victimes ont été réarrangées. Ils ont été placés d'une certaine manière pour que ça fasse une sorte de mise en scène. Le jeune John, lui, était le plus proche de la porte d'entrée. Il avait son visage tourné vers le haut,
les mains couvertes de sang et liées avec du ruban adhésif. Sa gorge avait été tranchée. Son amie Dana, elle, était par terre à côté de lui sur le ventre. Sa tête était gravement endommagée, comme si elle avait été frappée avec un objet contondant, et elle reposait partiellement sur un oreiller. Elle avait été aussi étranglée. Ses chevilles étaient attachées avec un fil électrique qui était également enroulé autour des chevilles de John afin que les deux soient connectés. La mère de Sheila, elle, avait été partiellement recouverte d'une couverture, mais ça ne cachait pas du tout les horribles blessures qu'il y avait sur son corps. De son côté, elle était totalement nue, bâillonnée. Elle avait des blessures qui laissaient penser qu'elle s'était débattue. Et comme son fils, elle a eu la gorge tranchée. Les victimes avaient également des points communs. Elles avaient tous des marques sur le corps qui laissaient penser qu'elles avaient été battues avec un marteau. Et ils avaient tous aussi des entailles, comme si quelqu'un s'était acharné sur chacun des membres de la famille avec un couteau. Il y avait une absente sur la scène de crime. Quelqu'un qui normalement dormait dans la fameuse cabine numéro 28, c'était Tina, une des sœurs de la personne qui a découvert tous les corps. Impossible de savoir où elle est. Et autre élément intriguant, c'est que les jeunes garçons qui dormaient dans une autre chambre de la cabine, eux, n'ont pas été touchés par là où les personnes qui ont réalisé cette atrocité, et ils n'ont entendu absolument rien du tout. Alors que des voisins de la cabine, vers 1h30, ont dit avoir été réveillés par comme des cris étouffés. La personne, bien qu'on ne connaisse pas ses motivations, était une personne qui était méticuleuse car elle avait débranché le téléphone, éteint toutes les lumières, laissant la famille qui a été assassinée totalement seule dans l'obscurité de la fameuse cabane. Mais un des garçons qui était présent dans la fameuse cabane dit quand même avoir vu Sue sur les lieux accompagné de deux hommes, l'un avec les cheveux longs et une moustache, l'autre rasé de près avec les cheveux courts, et l'un de ces deux hommes avait dans sa main un marteau. Le garçon qui a vu Sue a dit que John et Dana étaient venus dans la cabane, se seraient disputés violemment avec les hommes qui accompagnaient Sue, et l'un des deux hommes aurait emmené Tina à l'extérieur de la cabane. Il y a eu des suspects, notamment le père du jeune garçon, Justin, qui a dit avoir vu Sue dans la cabane, ainsi que certains voisins des Sharp. Effectivement, en analysant la scène de crime, les enquêteurs ont retrouvé un marteau qui appartenait au père de Justin. Cet homme a même dit que son marteau avait disparu peu de temps avant la nuit du massacre. Et l'autre suspect était un ancien détenu qui avait des liens avec le crime organisé, qui était l'invité du père de Justin. Tous deux passaient la nuit à côté de la fameuse cabine 28, donc les enquêteurs pensent qu'il est possible que ces deux hommes aient commis l'atrocité qui a touché la famille Sharp. Un couteau a également été retrouvé dans une poubelle du magasin qui était présent là où il y avait toutes les cabanes. Les enquêteurs pensent que cette arme est liée au crime, mais aucun lien n'arrive à être fait vraiment entre les suspects qu'il y a et ce qu'il s'est passé. Donc les enquêteurs ne peuvent inculper personne et ils ont beaucoup de mal à savoir ce qu'il s'est passé. En plus de ça, une personne a disparu, Tina, donc le FBI s'est également penché sur l'affaire et c'est 3 ans après les événements qu'on a fait une découverte. Un homme a découvert un crâne humain, assez loin de là où se trouvait la cabane 28. Il a contacté la police a enquêté sur la zone où a été découvert le crâne. Ils ont retrouvé une couverture pour enfants, une veste, un jean et du ruban adhésif qui était vide, c'est-à-dire qu'il y avait le rouleau mais plus le ruban adhésif. Des analyses sont réalisées sur le crâne retrouvé et les analyses sont sans appel. Il s'agit bien du crâne de Tina Sharp, celle qui avait disparu. C'est la seule avancée qu'il y a eu dans cette affaire. Personne n'a réussi à dire ce qu'il s'était passé et encore aujourd'hui, les événements qui ont eu lieu au sein de la cabane numéro 28 sont encore inconnus et restent à l'état de mystère. Aujourd'hui, la cabane où ont lieu les événements a été démolie. Et comme bon nombre de mystères, notamment concernant les meurtres sans coupable, il y a eu quelques théories. Certains pensent que c'est le père de Justin qui aurait réalisé l'atrocité pour la simple et bonne raison qu'il voulait prouver son amour à sa femme. La relation qu'il avait avec sa femme battait de l'aile. Il a dit oh, mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aimes et que tu restes avec moi? La femme aurait dit eh bien tu as qu'à tuer les Sharp et le mari se serait exécuté. Cette affaire est assez controversée parce que parfois il y aurait les suspects dont je vous ai parlé qui auraient avoué, parfois ils n'auraient pas avoué, parfois ils auraient avoué une partie mais pas le meurtre de tout le monde. Par exemple, il y aurait un témoignage qui dit que le père de Justin aurait avoué avoir tué que les femmes dans la cabane, mais pas les hommes. Donc ça reste assez trouble, mais quoi qu'il en soit, le fameux de cette affaire, c'est que personne n'a été officiellement arrêté pour ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas si les enquêteurs sont encore dessus. Est-ce qu'on aura un jour la réponse à ce qu'il s'est passé? C'est pas sûr. Le 18 mars 1990, le musée Isabella Stewart Gardner qui se situe à Boston, est victime de l'un des plus grands vols d'art de l'histoire. 13 œuvres ont été volées dans le musée, représentant en toutes ensemble une valeur de 500 millions de dollars.
Le soir du braquage, 2 gardes plutôt inexpérimentés étaient de service. L'un d'eux s'appelait Richard Abbas, qui était quelqu'un qui avait lâché une école de musique et qui faisait partie d'un groupe de rock. Et de son propre aveu, il a avoué qu'il venait régulièrement au travail, soit ivre, soit totalement épuisé après avoir réalisé un spectacle. Pourtant, il a quand même insisté sur le fait que, au moment où il y a eu le vol, il était totalement sobre. À minuit 54, une alarme incendie s'est déclenchée. Elle s'est déclenchée au 3e étage du musée. Donc Abbas est allé voir pourquoi l'alarme avait sonné et il a remarqué qu'il n'y avait aucun feu. À 1h24, 2 hommes déguisés en policiers de Boston ont sonné au bureau de sécurité, là où Abbas était positionné. Les hommes ont dit qu'ils répondaient à un appel de perturbation et ils ont dit aux gardes qui surveillaient le musée qu'il fallait absolument les laisser entrer. À ce moment-là, on était en pleine période de la Saint-Patrick, il y avait des événements dans toute la ville, donc en soi, pour le garde Abbas qui était à ce moment-là en service, cette excuse avait du sens. Il a donc fait entrer les hommes dans le musée par l'entrée des employés, ce qui était une violation des protocoles du musée. Et alors qu'il est en train d'escorter les policiers, l'un d'entre eux dit à Abbas « Votre visage me dit quelque chose. Je crois qu'on a un mandat d'arrêt contre vous. » Donc, les policiers disent à Abbas de se mettre contre le mur, ce qui l'éloigne du bouton pour déclencher une alarme silencieuse, et Abbas se retrouve donc menotté. Là, un autre agent de sécurité est arrivé, et comme par hasard, lui aussi s'est fait menotter par les policiers. Sauf que, il s'est fait menotter sans qu'on lui dise qu'il y avait un mandat d'arrêt à son encontre ou quoi que ce soit, et donc naturellement, ce second garde a dit « mais pourquoi vous m'arrêtez ?» Et là, le policier lui a dit tout simplement « je ne vous arrête pas. C'est un vol. Si vous ne posez pas de problème, vous ne serez pas blessé. » Environ 1h30 après, les voleurs ont emporté avec eux les 13 œuvres d'art. Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, une œuvre de Rembrandt, des œuvres qui ne sont jamais revenues dans le musée où ils étaient et où aujourd'hui il n'y a simplement que des cadres vides. Les voleurs n'ont jamais été arrêtés et les œuvres d'art n'ont jamais été revendues. Elles n'ont jamais été retrouvées. Et le musée, voulant retrouver impérativement les différentes œuvres d'art, propose une somme de 10 millions de dollars pour toute information qui permettra de retrouver les différentes œuvres volées. Le 20 mai 1947, le corps de Christina Kettlewell, âgée de 22 ans, a été retrouvé à une certaine distance de son chalet alors qu'elle réalisait sa lune de miel. Son corps a été retrouvé dans une sorte de flaque issue d'une rivière à Severn Falls en Ontario. Il faut savoir que quelques jours avant la découverte du corps, le 12 mai, Christina s'était enfuie avec un vétéran de la guerre âgé de 26 ans, John Ray, surnommé Jack Kettlewell. Ils se connaissaient depuis 3 ans et il avait un ami italien, Ronald de Barry, âgé de 28 ans. Il était danseur de salon professionnel et tous les 3 sont partis pour la lune de miel de Jack et de Christina. Selon les différents témoins, les 3 auraient passé un temps démesuré ensemble. Selon les proches qui connaissaient ces 3 individus, ils étaient toujours ensemble. Et selon la famille de Christina, Ronald était secrètement amoureux de cette dernière. Après leur fuite, les jeunes mariés Kettlewell ont passé les jours suivants dans un appartement loué à Toronto. Sauf que, bien qu'on pourrait penser que les 2 amoureux préféreraient rester à 2, Ronald les a rejoints. Et le 17 mai, tous se sont rendus dans un chalet plutôt isolé qui appartenait à Ronald de Barry à Severn Falls. Ce chalet était uniquement accessible par bateau et apparemment, pendant cette lune de miel dans le chalet, Christina a commencé à agir bizarrement. Elle agissait d'une manière qui était totalement différente de son caractère. Elle avait des crises de larmes, parfois elle semblait même étourdie. Et des preuves retrouvées sur place laissaient paraître que Christina avait eu beaucoup de conversations avec Ronald pour savoir si Jack l'aimait vraiment ou s'il se jouait d'elle. Le 20 mai, Christina a disparu et bizarrement, le chalet de Ronald, lui, a pris feu. Ronald s'est donc rendu à l'intérieur du chalet, il a trouvé son ami Jack assis, qui semblait étourdi avec une blessure à la tête et il l'a donc sauvé des flammes. Après cela, il est retourné dans le chalet pour chercher Christina mais il ne l'a pas trouvée. En seulement 1 heure, le chalet a été réduit en cendres. Il a ensuite emmené Jack dans un bateau pour retourner vers Severn Falls, il l'a emmené à l'hôpital et ensuite il a contacté la police. Et c'est là que la situation a commencé à s'aggraver. C'est plus tard que le corps de Christina a été retrouvé par le propriétaire d'un hangar à bateau. Son corps n'avait aucune trace de brûlure, donc tout semble montrer qu'elle n'était pas dans le chalet au moment où il a pris feu. Elle n'avait pas non plus de traces de violence, et le médecin légiste a déterminé une cause de mort qui était la noyade. Sauf que une des personnes qui a essayé d'aider pour éteindre le chalet n'a jamais vu le corps de la jeune fille dans l'eau, alors qu'il allait régulièrement au point d'eau pour aller justement prendre de l'eau pour éteindre les flammes. Il y a eu beaucoup d'interrogatoires réalisés pour savoir comment tout cela avait pu arriver. Jack, Ronald et plein d'autres suspects, environ une vingtaine ont été interrogés. Mais tout cela n'a pas permis de mettre en avant quelque chose qui pourrait expliquer la mort de Christina. Il y a eu
plusieurs théories. Première théorie serait que Christina avait des problèmes mentaux et qu'elle se serait donné la mort elle-même. Elle aurait apparemment déjà écrit des lettres où elle indiquait vouloir mettre fin à ses jours. Et l'autre théorie veut que Jack et Ronald ne sont pas si innocents dans toute cette affaire. Effectivement, il y aurait une histoire d'assurance vie qui permettrait à Jack de toucher 200 000 $ si Christina décédait suite à un accident, pourquoi pas une noyade. La bague de mariage de Christina n'a jamais été retrouvée. Et en plus de ça, il y aurait également peut-être des états de liaison entre Jack et Ronald, qu'ils soient plus proches que de simples amis. Donc certains pensent que ce couple, donc Jack et Ronald, auraient planifié le décès de Christina pour en tirer un bénéfice monétaire. Quoi qu'il en soit, ces deux théories, donc la théorie qui veut que Christina soit décédée suite à un accident ou alors que elle ait été bien assassinée par quelqu'un, ne sont que des théories. Est-ce qu'on saura un jour la vérité sur ce qu'il s'est passé? Je pense que c'est peu probable. Officiellement, la cause du décès est une noyade accidentelle, mais il y a quand même des éléments concernant ce décès qui sont très troublants et qui laissent cette affaire à l'état de mystère. Et voilà les amis, on a fini pour cette vidéo concernant des histoires bien mystérieuses. J'espère que ça vous a plu. Alors je ne suis pas rentré dans les détails volontairement de certaines affaires. Le but de la vidéo c'était plus de vous présenter dans les grandes lignes ce qu'il s'est passé. Grosso modo faire une partie qu'est-ce qu'il s'est passé et une partie théorie et c'est tout. Après je ne suis pas rentré vraiment dans toutes les pistes faites par les enquêteurs. S'il y a une ou plusieurs affaires où vous voulez que j'aille plus en détail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est avec plaisir que je ferai des vidéos peut-être plus dédiées sur certaines affaires. Parfois je me dis que ça vaut pas forcément le coup parce que ce que je vous présente là c'est absolument tout ce qu'on a, donc je me dis que ça sert peut-être à rien de vous présenter des choses en fait qui ont été démontrées comme étant pas fausses mais n'étant pas liées à l'enquête. En tout cas ça c'est mon point de vue. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Joignez mon Instagram juste ici, AkenTV, si vous souhaitez m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée, c'est avec plaisir que je vous retrouve là-bas. Merci encore une fois à CyberGhostVPN de soutenir mon travail. Vous pouvez bénéficier de leur offre et protéger vos données ainsi que d'accéder à du contenu bloqué pour seulement 2,03 € par mois en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était un plaisir pour moi de vous partager ces histoires. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!